La démocratie veut dire faire le bon choix. Et le bon choix, c'est celui qui est bon pour beaucoup de gens. Paul Kagame, souvent présenté comme un dirigeant visionnaire et un modèle de leadership en Afrique, cache une réalité bien plus sombre. Derrière son image de réformateur se dessine une vérité troublante. Celle d'un homme accusé de trahir ses propres frères africains pour servir les intérêts des puissances occidentales. Depuis des années, le Rwanda est impliqué dans l'instabilité chronique de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Notre objectif était de venir ici pour défendre notre cause, explique ce rebelle. Nous n'avons pas l'intention d'entrer dans Goma, mais si l'armée congolaise nous attaque, nous y entrerons. Le soutien de Kagame au M23, un groupe rebelle qui terrorise les populations congolaises, soulève de graves accusations. Pillage des ressources, massacres et guerre par procuration orchestrée pour le compte des grandes puissances. Kagame ne défend pas les intérêts africains, mais plutôt ceux des multinationales et des pays occidentaux qui exploitent les richesses du Congo. Les médias occidentaux présentent Kagame comme un exemple de réussite africaine, un dirigeant qui a su redresser son pays après le génocide de 1994. Mais cette vision masque son rôle dans les conflits régionaux, la répression politique et la domination néocoloniale. Cette vidéo lève le voile sur la face cachée de Paul Kagame, un homme dont les actions menacent la souveraineté et le développement de l'Afrique. Nous allons décrypter son alliance avec les États-Unis et expliquer comment son régime est devenu un outil de contrôle de l'Afrique et de ses ressources stratégiques. Il est temps que la vérité éclate et que les Africains reprennent le contrôle de leur destin. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui suit risque de vous choquer. Paul Kagame est souvent présenté comme le sauveur du Rwanda, l'homme qui a mis fin au génocide de 1994 et qui a reconstruit un pays en ruine. Mais derrière cette image de leader visionnaire se cache une vérité bien plus complexe. Kagame n'est pas seulement un homme d'État rwandais, c'est aussi un pion essentiel dans la stratégie géopolitique des États-Unis en Afrique centrale. Né en 1957, Paul Kagame a grandi en exil en Ouganda après que sa famille ait fui les violences au Rwanda. Il rejoint très tôt les rangs du Front patriotique rwandais, FPR, un mouvement rebelle composé de réfugiés rwandais. Formé militairement, il joue un rôle clé dans la rébellion qui vise à renverser le régime en place au Rwanda. En 1990, le FPR lance une offensive contre le gouvernement rwandais, marquant le début d'une guerre civile. À cette époque, Kagame se distingue par ses liens étroits avec l'armée ougandaise et ses formations militaires aux États-Unis. Ce détail est fondamental. Il montre que dès le départ, Washington a repéré en lui un acteur stratégique pour ses intérêts en Afrique. Après l'assassinat du président rwandais Juvenal Habyarimana en avril 1994, un événement qui déclenche le génocide, Kagame et le FPR lancent une offensive fulgurante et prennent le pouvoir en juillet 1994. Officiellement, il met fin au massacre et devient un héros national et international. Mais ce que l'histoire officielle oublie souvent de mentionner, c'est que son ascension au pouvoir s'est faite avec l'appui direct des États-Unis, qui avaient un plan bien précis: évincer la France de l'Afrique francophone et s'assurer un allié solide pour exploiter les richesses minières du Congo voisin. Depuis son arrivée au pouvoir, Paul Kagame bénéficie d'une image extrêmement positive dans les médias occidentaux. Il est présenté comme un exemple de leadership africain, un homme fort qui a transformé le Rwanda en un modèle de développement. Sous son règne, Kigali est devenue une ville propre, moderne et technologiquement avancée. Les réformes économiques et la lutte contre la corruption lui valent des éloges dans des forums prestigieux comme le Forum économique mondial et la conférence de Davos. Kagame est également salué pour son rôle dans l'émancipation des femmes, avec un parlement rwandais comptant plus de 60% de femmes députées, un record mondial. Les grandes institutions financières internationales, comme la Banque mondiale et le FMI, le félicitent pour avoir fait du Rwanda un pays où il est facile de faire des affaires. De grandes entreprises étrangères investissent massivement, consolidant son image d'un dirigeant pragmatique et visionnaire. Mais cette narration flatteuse cache une autre réalité. En réalité, Kagame est arrivé au pouvoir grâce à un agenda géopolitique bien défini par les États-Unis. Dès les années 1990, Washington veut réduire l'influence de la France en Afrique francophone et contrôler les ressources stratégiques de la région. C'est dans ce contexte qu'ils soutiennent activement Kagame, le voyant comme un allié fiable pour défendre leurs intérêts. L'un des épisodes les plus controversés de son ascension reste l'attentat contre l'avion du président Habyarimana le 6 avril 1994. Cet événement marque le déclenchement du génocide rwandais. Bien que la version officielle pointe du doigt certains extrémistes rwandais, plusieurs enquêtes indépendantes ont suggéré que le FPR de Kagame pourrait être impliqué dans cet attentat. Une hypothèse qui, si elle se confirme,
ferait de Kagame un acteur clé dans l'escalade de la violence. Pourtant, ce sujet reste un tabou absolu dans le discours officiel. Dès son arrivée au pouvoir en 2000, Kagame a instauré un régime hyper centralisé où il contrôle tous les aspects de la vie politique et économique. Son gouvernement ne tolère aucune opposition et utilise tous les moyens possibles pour museler ceux qui osent défier son autorité. Toute voix dissidente est violemment réprimée. Les partis d'opposition sont soit interdits, soit infiltrés par les services de renseignement rwandais. Les figures politiques qui contestent Kagame finissent en prison, en exil ou assassinés. Parmi les cas les plus emblématiques, Victoire Ingabire, leader de l'opposition, elle a été emprisonnée pendant 8 ans après avoir osé critiquer le régime. La loi sur l'idéologie génocidaire, que ce soit la loi sur le divisionnisme, ce sont des lois qui sont utilisées contre toute personne qui ose émettre les critiques contre le gouvernement du général Kagame. Diane Rwigara, qui a tenté de se présenter à l'élection présidentielle de 2017, elle a été arrêtée et accusée de terrorisme après une campagne de harcèlement contre sa famille. Qui ne sont pas très faciles. Les premiers jours, on était menottés toute la journée. On n'avait rien à manger. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas le droit d'avoir un avocat. En tout cas, moi, je n'ai pas pu avoir accès à un avocat. Au Rwanda, la liberté de la presse n'existe pas. Tous les médias sont sous contrôle gouvernemental et les journalistes critiques sont harcelés, emprisonnés ou assassinés. En 2014, John Williams Ntwali, un journaliste d'investigation, a été tué après avoir dénoncé la corruption au sein du gouvernement. De nombreux journalistes ont fui le pays pour éviter la persécution. Les élections au Rwanda sont une mascarade. Kagame gagne toujours avec des scores soviétiques, dépassant souvent 90% des voix. En 2017, il a été réélu avec 98,79% des suffrages. Paul Kagame a utilisé plusieurs stratagèmes pour s'accrocher au pouvoir au Rwanda, notamment en modifiant la constitution afin de prolonger son règne. En 2015, un référendum controversé a été organisé pour modifier la constitution rwandaise. Officiellement, ce référendum a été soutenu par 98,4% des électeurs et a permis à Kagame de briguer un 3e mandat en 2017. Avant cette réforme, la constitution limitait le président à 2 mandats de 7 ans. Grâce à cette modification, Kagame a pu étendre son règne jusqu'en 2034. Son 3e mandat, en 2017, a duré 7 ans. À partir de 2024, il peut encore briguer 2 mandats de 5 ans chacun, ce qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'à l'âge de 77 ans. Ce qui rend le régime de Kagame encore plus inquiétant, c'est sa capacité à assassiner ses ennemis en dehors du Rwanda. Aucun autre leader africain ne traque ses opposants avec autant d'efficacité. Patrick Karegeya, ancien chef des renseignements rwandais et devenu opposant, a été retrouvé étranglé dans un hôtel en Afrique du Sud en 2013. Cette Sanda Shonga, ancien ministre rwandais, a été assassiné à Nairobi après avoir dénoncé les crimes du FPR. Dans cette vidéo, on peut l'entendre revendiquer pratiquement la responsabilité de son meurtre. En fait, cette Sanda Shonga est mort parce qu'il avait affranchi la ligne. Je n'ai pas grand-chose à dire à ce sujet, mais je ne m'en excuse pas non plus. Kizito Mihigo, chanteur populaire et critique du régime, a été retrouvé entre guillemets suicidé dans sa cellule en 2020. Paul Kagame a construit un État policier où la peur est la norme. Son régime surveille, emprisonne et tue tous ceux qui osent le critiquer. Mais ce qui rend son cas unique, c'est sa capacité à exporter sa répression au-delà des frontières rwandaises, éliminant ses opposants même en exil. Malgré ces violations massives des droits humains, Kagame continue de bénéficier du soutien des grandes puissances occidentales. Depuis plusieurs décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est plongé dans un cycle infernal de guerre, de massacres et de pillages. Au cœur de cette instabilité, un groupe rebelle se distingue par son influence et son pouvoir destructeur. Le mouvement du 23 mars est une rébellion active à l'est de la RDC, formée en 2012 par d'anciens soldats congolais issus du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, une milice soutenue et dirigée par le Rwanda. Il tire son nom d'un accord de paix signé le 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et l'ancien groupe rebelle CNDP. Officiellement, le M23 prétend défendre les droits d'une certaine ethnie de la population congolaise contre les persécutions du gouvernement congolais. Mais derrière ce discours se cache une réalité bien plus cynique.
Le M23 est avant tout un outil de déstabilisation de la RDC, orchestré par Kigali, pour faciliter le pillage de ses ressources naturelles. Le groupe est connu pour sa brutalité. Il mène des attaques sanglantes contre les populations civiles, commet des viols de masse et force des milliers de Congolais à fuir leurs terres. Mais ce qui distingue le M23 des autres milices locales, c'est son soutien logistique et militaire sophistiqué. Contrairement aux groupes armés classiques, il dispose d'armes modernes, d'un excellent renseignement et d'une organisation militaire avancée. Des capacités qui ne peuvent exister sans un appui extérieur puissant. Depuis plus de 10 ans, de nombreux rapports internationaux, notamment ceux de l'ONU, accusent directement le Rwanda de financer, armer et commander le M23. Plusieurs enquêtes ont révélé que des soldats des forces de défense rwandaises, RDF, se battent directement aux côtés du M23. En 2022, un rapport accablant de l'ONU a affirmé que des troupes rwandaises ont traversé la frontière pour soutenir les rebelles lors d'attaques stratégiques contre l'armée congolaise. Les armes sophistiquées du M23 ne proviennent pas de simples trafics locaux. Elles sont directement fournies par Kigali, qui utilise son armée pour ravitailler les rebelles en matériel militaire avancé. Par ailleurs, des images satellites ont révélé des mouvements de troupes et des approvisionnements en armes traversant la frontière entre le Rwanda et la RDC. Plusieurs rapports des Nations Unies ont pointé du doigt l'implication du Rwanda dans le conflit. En 2022, un document confidentiel du groupe d'experts de l'ONU affirmait avoir collecté des preuves irréfutables du soutien militaire rwandais au M23. D'anciens membres du M23 capturés par l'armée congolaise ont témoigné avoir été entraînés dans des camps militaires au Rwanda, avant d'être envoyés au front. Certains affirment même que leurs ordres viennent directement de Kigali, confirmant ainsi l'implication de Kagame dans la stratégie du M23. Maintenir une rébellion aussi puissante nécessite des ressources colossales. Selon plusieurs rapports d'ONG et de services de renseignement, le Rwanda finance le M23 en revendant les minerais pillés à l'est du Congo sur le marché international. De plus, le Rwanda aurait facilité le financement du mouvement en lui offrant des canaux de commercialisation pour les ressources minières pillées en RDC, notamment l'or et le coltan, des minerais essentiels pour l'industrie technologique mondiale. Cette implication directe aurait permis au M23 de se renforcer considérablement et de défier l'armée congolaise ainsi que les forces de maintien de la paix onusiennes. Le soutien de Paul Kagame au M23 ne relève pas d'une simple solidarité ethnique avec un certain groupe de la population congolaise. Il s'inscrit dans une stratégie économique et géopolitique bien définie. Depuis les années 1990, le Rwanda a régulièrement été accusé de chercher à maintenir un contrôle indirect sur cette région en soutenant divers groupes armés. Ce contrôle lui permettrait d'accéder illicitement aux ressources minières congolaises et d'alimenter son propre développement économique. Selon plusieurs analystes, Kigali utilise le M23 comme un outil pour affaiblir le gouvernement congolais et empêcher toute stabilisation durable de la région qui pourrait remettre en question ses intérêts économiques. Sur le plan sécuritaire, Kagame justifie souvent son implication en RDC par la nécessité de protéger certaines communautés locales et de prévenir toute menace des groupes armés hostiles à son régime, comme les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe composé d'anciens génocidaires ayant fui le Rwanda après le génocide de 1994. Ainsi, derrière les discours officiels, le soutien au M23 apparaît comme une stratégie bien calculée permettant à Kagame de préserver son influence régionale tout en consolidant l'accès aux ressources naturelles de la RDC. L'Est de la République démocratique du Congo regorge de richesses naturelles d'une valeur inestimable. Coltan, cobalt, or, diamant, uranium. Ces minerais sont indispensables aux industries mondiales, qu'il s'agisse de la high-tech, de l'aérospatiale ou du secteur énergétique. Pourtant, malgré ce trésor enfoui sous son sol, la RDC demeure l'un des pays les plus pauvres et instables au monde. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances ont compris l'importance stratégique des ressources congolaises. L'uranium extrait du Katanga a permis aux États-Unis de fabriquer la bombe atomique qui a détruit Hiroshima en 1945. Aujourd'hui, c'est le coltan, essentiel à la fabrication des smartphones et des batteries, qui attise les convoitises. L'Occident, l'Asie et même certains pays africains sont engagés dans une course effrénée pour s'approprier ces richesses, souvent au prix du sang des Congolais. L'implication de Kagame dans le pillage du Congo ne pourrait se faire sans un puissant soutien international. Et c'est là que les États-Unis entrent en jeu. Washington considère le coltan congolais comme une ressource stratégique pour son industrie technologique. Afin d'assurer un approvisionnement stable et bon marché, les grandes puissances préfèrent passer par un intermédiaire docile comme Kagame, plutôt que de traiter directement avec un État congolais instable et difficile à contrôler.
C'est pour cette raison que, malgré les preuves accablantes de son soutien aux rebelles, Kagame continue de bénéficier d'une protection diplomatique et militaire de la part des États-Unis et de certaines puissances européennes. Officiellement, le Rwanda ne possède presque pas de coltan sur son territoire. Pourtant, ce petit pays est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de ce minerai. Comment est-ce possible? La réponse est simple, un pillage organisé des ressources congolaises. Depuis des décennies, des groupes armés contrôlent les mines artisanales de l'Est du Congo. Ces milices, financées et soutenues par le Rwanda, extraient les minerais et les font passer clandestinement de l'autre côté de la frontière. Une fois au Rwanda, ces ressources sont blanchies, c'est-à-dire qu'elles sont officiellement reconnues comme rwandaises, prêtes à être vendues sur le marché international. Le Rwanda les revend sur le marché mondial sous le label Made in Rwanda, dissimulant leur véritable origine. Ce trafic ne pourrait pas fonctionner sans un réseau sophistiqué de sociétés écrans. Des entreprises basées à Kigali, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord, jouent un rôle clé dans la transformation et l'exportation de ces minerais volés. Ce système, bien rodé, permet au Rwanda de tirer d'énormes bénéfices de ressources qui ne lui appartiennent pas, tandis que la RDC reste engluée dans la misère et les conflits. Si un tel pillage se déroule sous les yeux du monde entier, pourquoi rien n'est fait pour l'arrêter? La réponse est simple, les grandes puissances y trouvent leur compte. Les multinationales occidentales sont parmi les premières bénéficiaires de ces minerais volés. Apple, Samsung, Tesla et bien d'autres entreprises dépendent du coltan et du cobalt pour produire leurs téléphones, leurs ordinateurs et leurs voitures électriques. Fermer les yeux sur la provenance de ces ressources leur permet de maximiser leurs profits sans être freinés par des réglementations éthiques ou des négociations avec le gouvernement congolais. D'un point de vue géopolitique, les États-Unis et l'Union européenne ont tout intérêt à maintenir leur accès aux ressources stratégiques de la RDC, sans dépendre d'un État congolais fort et souverain. Paul Kagame leur offre cette opportunité en maintenant une influence sur l'Est du Congo à travers des milices. En échange, il bénéficie d'un soutien diplomatique et militaire, ce qui lui permet de consolider son régime et d'échapper aux sanctions internationales, malgré les nombreux rapports dénonçant l'implication du Rwanda dans l'instabilité congolaise. Pendant que le Rwanda et les grandes puissances s'enrichissent, la RDC, elle, s'enfonce dans une crise humanitaire et sécuritaire sans fin. L'un des principaux objectifs du pillage des ressources congolaises est de maintenir une instabilité chronique dans la région. Tant que des conflits ravagent l'est du pays, le gouvernement congolais ne peut pas exercer pleinement son autorité ni exploiter ses richesses pour son propre développement. C'est ainsi qu'une nation potentiellement prospère reste prisonnière de la pauvreté et de la guerre. Les chiffres sont accablants. Plus de 6 millions de morts en 2 décennies, des millions de déplacés fuyant les violences, et des générations entières sacrifiées au nom du profit. Pendant ce temps, dans les mines artisanales, des enfants sont contraints de travailler dans des conditions inhumaines, exposés aux dangers mortels des galeries souterraines et des produits toxiques. Le contraste est saisissant. Pendant que des Congolais meurent pour ces minerais, des entreprises étrangères engrangent des milliards de dollars grâce à eux. Alors, en conclusion, malgré toutes ces violations massives des droits humains, Kagame continue de bénéficier du soutien des grandes puissances occidentales. Il est perçu comme un stabilisateur en Afrique centrale et un interlocuteur fiable pour les intérêts économiques occidentaux. Tant qu'il permet aux multinationales d'exploiter les ressources congolaises sans interférence, il reste protégé. Le Rwanda envoie régulièrement des troupes dans les missions de maintien de la paix, ce qui lui permet d'améliorer son image et de garantir le silence de la communauté internationale sur ces crimes. Alors que Kagame se présente comme un leader africain moderne et visionnaire, sa politique de pillage en RDC profite avant tout aux multinationales occidentales. En agissant ainsi, il affaiblit un pays frère et compromet l'avenir du continent. En contrôlant les minerais stratégiques du Congo, il enrichit le Rwanda et se rend indispensable aux grandes puissances occidentales qui ferment les yeux sur ses exactions. Paul Kagame n'est pas seulement le dirigeant du Rwanda, il est aussi l'un des piliers de la stratégie américaine en Afrique. Sa trajectoire montre comment les puissances étrangères manipulent l'histoire et les dirigeants africains pour maintenir leur contrôle sur les ressources du continent. En fin de compte, les ressources de la RDC ne profitent ni aux Congolais ni aux Africains, mais aux multinationales et aux grandes puissances occidentales. Pendant ce temps, Kagame continue de jouer le rôle de gardien de ses richesses, au détriment de ses propres frères africains. Et c'est extrêmement malheureux. Kagame est réellement un homme africain qui a trahi ses propres frères africains pour servir les Occidentaux. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux,